Alors, salut Olivier. Bonjour Romy. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Ça m'intéressait en fait de t'interviewer. Bon, déjà, je t'avais déjà rencontré sur un stage avec Nadine et puis je te suis aussi par la suite sur les réseaux, tout ce que tu proposes. Et on a des points communs sur la vision quand même de la relation humain-chien, du comportement du chien, etc. Et donc, Oui, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'avoir toi ton avis, ta façon de travailler et pourquoi tu vas travailler comme ça. d'accord, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait décidé, enfin, tu m'avais proposé, et je suis totalement d'accord, de parler justement de l'importance du bilan à domicile. Pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'on va prendre en compte, qu'est-ce que ça va nous apporter aussi en tant que comportementaliste, mais surtout comment on va aider les gens grâce à ça, en fait. Les gens et d'accord, les très chiens, bien. bien sûr. Est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours, comment tu es rentré dans le monde du chien et en fait, bah voilà, est-ce qu'il y a eu des évolutions dans ton parcours, des changements, des remises en question, voilà, tout ce que tu peux et avec qui tu vis, etc. En termes de compagnon canin. D'accord. Donc, moi, c'est Delorme Olivier. Donc, je suis éducateur comportementaliste maintenant depuis 2016. Auparavant, j'étais chef d'équipe en usine chez Citroën pendant 20 ans. Pendant ces années, j'ai été bénévole pendant 5 ans à la SPA de Châteaubourg. Donc, je suis en Bretagne. Donc, mon entreprise m'a financé mon diplôme, le BP, que j'ai fait assez avec Nicolas Cornier. Suite à ça, j'ai eu un licenciement économique et j'ai entamé mon entreprise. Donc depuis 2016, quoi, c'est ça. Oui, dès la sortie de mon BP, je me suis installé. Ok. Donc, je vis avec Milba, qui a 9 ans et demi. C'est une chienne que j'ai adoptée à la SPA à l'âge de 1 an, d'où j'étais bénévole. Et depuis, c'est ma compagnon de vie et c'est ma partenaire de travail. Donc, on forme vraiment un binôme. Sans elle, je ne pourrais pas travailler parce que j'ai vraiment besoin de ses compétences et j'ai appris à la lire et elle me dit beaucoup de choses que moi, je ne peux pas percevoir du premier œil. Alors, ce serait quoi ces compétences en fait quand tu parles déjà qui est Mielba, enfin ce que tu peux la décrire mais en termes de personnalité et justement quelles sont ces compétences qui pour toi sont importantes. Donc, Mielba, c'est une chaîne qui a été une chaîne SDF avant que je la récupère. Donc, c'est une chienne qui est très proche de l'humain, qui avant n'était pas très spécialement à l'aise, voire réactif humain, et pas forcément à l'aise chien. Donc, c'est quelque chose que j'ai pu travailler, mais pas pendant mon BP, parce que malheureusement, ce BP, en fait, on était 20 humains, 20 chiens dans la salle, donc on était plus dans l'immersion. Donc, c'est quelque chose que moi, je l'ai senti en dedans pendant mon BP. Pour moi, ça allait être mon chien de famille, mais pas ma partenaire de travail. Ok. À force de côtoyer, de mettre avec du chien, pour moi, elle a été révélatrice sur le comportement des autres chiens. Et après, moi, je me suis mis beaucoup à la lire. Et pour moi, en fait, elle est très juste dans sa lecture. Ok, et c'est pour ça que tu parles de partenaire de travail, donc c'est intéressant ce terme partenaire. C'est comme ça que tu vois ta relation avec elle? En aucun cas, moi, je vais la nommer, c'est mon chien de travail. C'est vraiment ma partenaire. On est un binôme. La société, on est tous les deux dedans. L'avantage, c'est que moi, je mets de l'argent dans la société, pas elle. Ouais. Mais c'est grâce à elle aussi qu'il y a de l'argent qui rentre dans la société. Ouais, chacun contribue. Ok. Donc, on avait dit qu'on allait parler un peu plus donc, du fameux bilan à domicile parce que est-ce que tu peux me dire aujourd'hui ce que tu proposes comme service et après on axera un peu plus voilà, sur le descriptif du bilan à domicile. Mais quels sont les services que tu proposes à ce jour? Donc aujourd'hui, moi, je fais beaucoup d'éducation, rééducation. Je propose des balades sociales également et je propose des cours collectifs sur terrain. Ok, quand tu parles de cours collectifs, parce que certains peuvent avoir une image du cours collectif où on va axer tout ce qui est, on va parler obéissance, etc. Toi, c'est quoi un cours collectif? Donc en fait, ça va ressembler en fait sur les stages de Nadine Chastan. On en parlera plus tard quand
c'est grâce à elle, où j'en suis. Donc, c'est plutôt de la lecture et interaction chien, en fait, sur terrain et axé, créer, renforcer le lien par le biais, des appareils, des agrès. Alors, est-ce que tu peux décrire peut-être un peu plus? Parce que ceux qui connaissent pas, ils vont se demander ce que c'est les appareils, les agrès et pourquoi en fait tu les utilises et à quoi ça va te servir dans ta Donc, pratique? déjà, ça va, déjà, c'est important pour, créer, voire renforcer le lien. Déjà, on peut travailler déjà le suivi naturel, le fait de se déplacer sur le terrain vers une palette, en fait, le chien va nous suivre. On peut mettre des renforçateurs, donner la confiance au chien et lui faire confiance et qu'il ait confiance en nous pour qu'il puisse faire, cet appareil. Donc en fait, on va axer aussi beaucoup tout ce qui est aussi communication non verbale, ce qui fait beaucoup partie de l'approche quand même entre, Oui, humain et donc chien. tout ça, c'est fait en non-verbal parce qu'on bah, il y a différentes formes de communication, donc le verbal et le non-verbal où on va accentuer vraiment sur la gestuelle et les déplacements, sur les émotions, sur la caresse, sur le sourire. Donc tout ça, faut une cohérence en fait. Parler à son chien, c'est bien, mais par contre, faut qu'il y ait une cohérence avec tout ce qui est gestuel et déplacement. Et quand tu parles de cohérence, en fait, est-ce que, parce qu'on entend souvent, alors soit, beaucoup de demandes, enfin beaucoup de personnes font des demandes aux chiens ou des ordres même. Toi, pour toi, c'est quoi, les demandes qui vont être utiles et pourquoi les utiliser dans certains cas? Donc, moi, j'utilise principalement, disons, par exemple, sur tous les apprentissages en extérieur parce que nous sommes pas les seuls usagers, en fait, des forêts et des parcs, il faut les respecter. Donc, moi, je vais demander, à ma chienne ou au chien client, on va sur le côté pour laisser passer. Donc, bien sûr, mes épaules, si c'est sur du chien réactif, mes épaules vont se mettre à l'opposé, en fait, du stimulus et pas face, au stimulus, parce que ma voix lui dit de laisser passer, mais mon corps, étant donné que je suis en train de montrer l'humain, je suis en train de potentiellement d'envoyer le chien sur l'humain. J'utilise le demi-tour, je peux lui demander un «tu attends» parce qu'il y a une intersection. Je peux lui demander un «tu attends, je te rattache». Le rappel, je l'utilise très peu. Quand on y place les bons mots, on va s'apercevoir qu'on a un lexique super important et quand on y place vraiment les mots à l'instant T, le rappel, moi, je l'utilise uniquement pour ma chienne. C'est Mielba, tu viens me voir, c'est pour t'attacher. Et quand on parle de ça, parce qu'on voit que ça peut, enfin voilà, c'est pas forcément quelque chose de très courant, ces demandes-là, ou en tout cas, enfin, le fait de pas insister sur d'autres demandes qui peuvent nous paraître inutiles, comme par exemple le assis, des choses comme ça, qui peuvent être enseignées encore aujourd'hui énormément en éducation canine. Alors avec pas forcément tout le temps une volonté de contrôle, mais en fait, c'est comme si c'était, associé toujours au chien. Alors, ça l'est indirectement, mais pour certains chiens, enfin certaines personnes, ça va être, un quelque chose qui va rassurer et cetera. Là, ce qu'on voit dans l'approche, c'est qu'au final, plus on va être dans la «lecture» entre guillemets du chien, plus on va comprendre son langage canin, plus au final, on va se passer de certaines demandes et on va être beaucoup plus dans la cohérence en termes de communication verbale et non verbale. Mais pour arriver à ça, évidemment, c'est un chemin, tout le monde enfin, on le voit, moi je le vois même en rendez-vous, il y a des gens, ça va parler, très facilement notre discours et d'autres, il y a besoin de d'un cheminement, en fait. Oui, il C'est y a pour ça que complètement un cheminement à faire et on casse des idées reçues. Moi, je l'explique au téléphone avant qu'on m'appelle que je vais faire un bilan chez eux et que je vais casser beaucoup d'idées reçues sur le monde du chien. Alors je dis ouais. pas que j'ai raison, mais je vais apporter, d'autres choses. Tu vas apporter ton approche. Et donc justement, on en vient au fameux bilan domicile qui va être un élément important pour mettre en place des choses. Donc est-ce que tu peux nous dire bah, déjà pourquoi tu fais un bilan à domicile et en quoi ça consiste? Donc moi, le bilan à domicile, ça consiste, pourquoi je le fais? Parce que pour moi, c'est super important de voir où vit le chien, comment l'humain communique, avec, son chien et l'environnement du chien. Donc, moi, je fais une évaluation par rapport à ça et après je leur fais un cours de comportement. Alors c'est Suite quoi le à cours ça de comportement? comment? Quand tu parles de cours de comportement, ce serait quoi? Tu abordes quoi dans ces points-là? Donc, je travaille, alors j'explique déjà, tout ce qu'il faut pas faire avec le chien, mettre la main dans la gamelle quand il y a des enfants, des choses comme ça. Je parle sur du chiot, le développement du cerveau du chiot et l'importance de commencer tôt, en fait, l'éducation.
Je parle beaucoup de la cohérence, je parle également de la gestuelle. Sur des choses, je parle énormément de la frustration. Après, sur des choses toutes simples, le premier cours de frustration que le chien a quand j'arrive, c'est quand il me saute dessus, je lui parle pas, je le regarde pas, je le touche pas, et les gens sont impressionnés parce que en 10 secondes top chrono, il me regarde et il bouge plus. Et en fait, c'est parce que justement ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on envoie des messages, on communique, mais c'est juste qu'on le fait d'une autre manière et que les chiens justement sont très réceptifs à ça. Alors que nous, on est beaucoup à parler en fait, on utilise plus le langage verbal, on est moins à se regarder, moins faire attention à nos micro-signaux ou au gestuel en fait, à notre gestuel. Le chien, en fait, on se rend compte que c'est ultra important pour lui. Au niveau du non-verbal et tu dis les gens sont impressionnés. On n'a pas forcément, nous, l'habitude de, en tout cas quand on est surtout novice dans le milieu du chien ou quand on adopte un chien, on n'a pas cette habitude de faire attention à notre gestuelle. On sait que les chiens nous observent énormément, mais nous, on n'a pas trop cette habitude en fait. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Comment en fait on peut amener les gens à mieux observer, mieux comprendre leur chien? De comment on peut alors observer, moi je pense qu'il faut qu'il s'aide d'un professionnel qui sache déjà lire en fait correctement le chien. Malheureusement, il y a beaucoup de professionnels en fait. Pour moi, lecture devrait être universelle quand on fait ce métier, mais qui n'est pas le cas. D'où peut-être qu'il y a du conditionnement et du contrôle à outrance chez certaines personnes. Comme j'explique, moi, pourquoi en fait le chien arrête de me sauter au bout de 2 sauts, parce qu'en fait, il veut de l'attention, il a appris à dire bonjour comme ça. Si je le regarde, je lui mets un marqueur visuel, donc il va continuer. Si je lui dis non, je mets un marqueur vocal, donc le non, à l'instant T, il s'en fout. Qu'est-ce qu'il obtient? C'est ma voix. Et si je lui dis non et que je le regarde et que je repousse, je le touche, je le parle, et je le touche, je le parle et je le regarde. Donc oui, c'est plus facile pour moi parce qu'en 10 secondes, c'est réglé, parce que le chien, il n'y a pas d'affectif, donc il va se poser des questions en fait par rapport à moi, qui va être plus dur pour ces humains parce que c'est quelque chose qui est déjà ancré. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a tout un apprentissage au final de l'humain. Est-ce que ton métier consiste à éduquer les chiens plus les chiens que éduquer les humains, ou à l'inverse? Alors moi, je suis 90% coach humain. Du chien, je travaille très peu le chien. Ouais, et donc ça, je pense que c'est important aussi de le prendre en compte parce que parfois, même des gens peuvent être surpris en disant, mais en fait, vous intervenez plus sur nous et même sur l'environnement que sur le chien. Et ça, c'est une des aussi des choses qui peuvent permettre d'évoluer, de se dire que, bah, en fait, non, le chien, déjà, il a des choses à exprimer et que nous aussi, on a un impact, l'environnement a un impact. Et c'est ça qui va permettre ou non à un chien d'exprimer certains comportements ou d'être dans certains états émotionnels. Et le fameux bilan, d'ailleurs, va permettre aussi de discuter beaucoup autour de ça. Est-ce que les gens rentrent facilement dans ce que tu amènes en termes d'approche ou est-ce que parfois il y a besoin de plus de temps? Pour les gens qui ont beaucoup d'idées reçues, parce qu'ils ont entendu plein de conseils, etc., comment tu arrives à amener le changement de regard, le changement de vision? Comment tu y arrives? Alors, parce que moi, je mets bilan, je suis assez strict, sectaire en fait. Je pars du principe que j'ai rien à vendre quand je vais chez le client. J'explique que tout et il voit la cohérence et il voit que ça fonctionne. Après, je leur explique aussi, dans mes bilans, il y a tout ce qui est les signaux de communication. Je les explique, étant donné que quand on sait lire le chien, il y a des choses que je peux déjà anticiper et leur dire de qu'est-ce qui va se passer dans 5-10 secondes. Alors, c'est pas du tout de la prétention de ma part de dire ça, hein. Mais il y a des choses qui sont tellement évidentes de ce qui va se passer, donc les gens sont un petit peu bluffés. Par contre, quand je pars, ils en ont plein la tête, ils sont complètement déstabilisés. Et ça, comme ils sont déstabilisés, le bilan, c'est une première étape, mais derrière, il se passe d'autres choses. Parce que, en fait, pour ceux qui rentrent plus facilement dedans, ça va être quelque chose de plus logique, mais pour ceux qui sont totalement déstabilisés, qu'est-ce qui va faire que derrière, ils vont continuer ou ils vont continuer à évoluer ou adhérer? Qu'est-ce que tu fais derrière, en fait, après ce fameux bilan? Donc après, en général, je pose 3 cours.
C'est juste pour mon agenda, en fait, s'il n'y a pas besoin de 3 cours, on les met pas, en fait, hein. Et moi, je commence déjà par de la communication. Alors, s'il n'y a pas de grosses problématiques, en fait, à la maison, je commence déjà pour travailler tout ce qui est communication non verbale, en fait, en extérieur, pour pouvoir leur faire comprendre de l'impact de la gestuelle et de la cohérence. Donc comment ça se De- passe concrètement? Donc moi, je vais dans un lieu forêt en fait et je commence déjà à communiquer avec le chien sans parler au chien. Je leur apprends à aller sur le côté. Je fais des rappels sans parler. Je fais des demi-tours. On fait travailler le suivi naturel et tout ça sans parler au chien. Les chiens sont assez Forcément, quand on parle réceptifs. pas au chien, donc pour certains chiens, il y aura une connexion qui sera la longe au début. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des chiens qui peuvent être moins réceptifs à ça parce que soit il y a eu énormément de la part de la personne, énormément de vocalises de la part de la personne, enfin des gens qui sollicitent énormément leur chien ou qui sont trop derrière. Donc eux, ça peut être plus difficile, ou si le lien parfois n'est pas forcément créé parce que soit ils viennent de l'adopter, etc. Là, tu vas utiliser cette fameuse longe comme tu dis. Oui. Est-ce que tu peux décrire un petit peu la longe et en fait pourquoi c'est un outil de communication et qu'est-ce que ça va permettre? Est-ce que c'est un outil qui empêche ou à l'inverse, c'est un outil qui va permettre d'exprimer des choses? Alors pour moi, c'est un outil qui va nous permettre d'avoir une connexion et qui va pouvoir aussi donner de la liberté aux chiens. En général, c'est des longes de 15 mètres. Donc, moi, je descends des endroits pour répondre à ses besoins, hein, parce que faut pas se leurrer, hein, 80% des problématiques que chez le chien, c'est que les besoins du chien ne sont pas du tout comblés. Donc là, olfactivement, il aura plein d'odeurs, hein, et ça permet aussi de pouvoir communiquer avec lui. Déjà, des grosses problématiques en rééducation, il va me servir comme outil déjà pour faire arrêter en fait le chien de tirer. C'est déjà une grosse des problématiques. Le fameux l'opposition des forces. Oui, quand tu parles de ça, l'opposition, c'est qu'en général, les gens aussi, ils ont tendance, enfin, quand on ne connaît pas forcément l'outil longe, etc., si le chien tire, on va retirer. Et ça peut créer plus de problèmes qu'autre chose, mais ça veut dire qu'il y a des questions à se poser en amont, et c'est pour ça que le bilan, il sert à ça. Euh, Quelles questions tu vas poser et à quoi elles vont te servir ces questions-là, en fait? Parce que parfois, on a un comportement qui s'exprime, mais on ne connaît pas les causes et on va juste vouloir intervenir sur le symptôme. Toi, quel est ton rôle en tant qu'éducateur comportementaliste, enfin, je ne sais pas comment, ou coach, comme tu disais? Donc moi, je vais quand même poser des questions. Bah, déjà sur la race, le choix du chien, pourquoi ce chien, s'ils ont déjà eu du chien, où ils habitent, si c'est clôturé. Je vais parler d'alimentation aussi parce qu'en fait, ils ont besoin d'être guidés au niveau alimentation, hein, parce que beaucoup de personnes ne savent pas lire les sacs de croquettes. Je vais parler s'ils ont des jouets, des choses comme ça, s'ils jouent, combien de temps, où, le temps de balade, si c'est en laisse, si c'est en livre, s'ils rencontrent des congénères, où il dort, comment il se comporte avec les autres chiens, comment il se comporte avec les vélos, les joggers, les voitures, s'il est gourmand, s'il aime les caresses en montant en excitation, a-t-il déjà mordu en fait. Là, moi, ça me donne déjà un aperçu des choses. Et après, je vais rentrer détail par détail pour expliquer tous ces sujets. Et alors, en fait, ça, ces informations, déjà, ça prend énormément de temps quand même. Donc, combien de temps dure ton C'est bilan? 2 heures un bilan. Voilà, 2 heures. Ces informations aussi, pourquoi elles sont importantes? Parce que soit ça te permet de comprendre, mais on sait que les gens aussi, dans l'apprentissage, plus ils vont comprendre les choses, plus ils vont être acteurs dans ça. Aujourd'hui, on voit avec Internet, avec plein de choses, on voit, voilà, votre chien fait ça, on fait ça, votre chien fait ça, on fait ça, etc. Et parfois, on manque de recul, on manque d'analyse, parce qu'en fait, on applique juste des conseils sans comprendre pourquoi. Oui. Est-ce que toi, t'insistes là-dessus, sur cette démarche, bah, au final, pédagogique? Alors, j'explique tout ce que j'avance, en fait, il est expliqué scientifiquement. Je ne le sors pas de mon cartable comme ça pour leur dire. Après, je pose des questions pièges, si le chien mange avant, pendant ou après vous, et je passe à une autre question en fait. Et c'est après que j'explique les choses. Oui, par exemple, manger avant, après, c'est juste, ça te permet toi aussi de savoir,
déjà en observant le chien dans son environnement, mais aussi en posant ces questions, de savoir où ils en sont par rapport à leurs connaissances, quels conseils ils ont pu appliquer, notamment avec cette fameuse théorie de dominance qu'on entend encore, trop régulièrement entre humains et chiens, où on dit, bah, justement, faut que le chien, il mange après, parce qu'on est le chef, et cetera. Et comme je leur dis, bah, si c'est un chiot, en fait, si on lui donne tout simplement manger avant nous, bah, peut-être qu'il va arrêter de quémander. Au moins, il aura l'estomac plein. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que parfois on a un petit peu on perd un peu le sens logique. On veut juste appliquer des conseils, mais sans réellement comprendre pourquoi et sans forcément se mettre à la place du chien. Est-ce que toi, pour toi, c'est important de changer de regard et de se mettre à la place du chien? Est-ce que c'est possible de se mettre à la place du chien? Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Oui, parce que moi, dès lors, en fait, c'est un part entier, c'est un être à part entière. Et le cerveau du chien qui a été prouvé, c'est l'équivalent d'un enfant de 3 ans. Un enfant de 3 ans, on essaye de le comprendre, de le respecter. Et le chien, non, pour l'instant, c'est malheureusement, en 2023, c'est encore un objet. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de choses, des vétérinaires qui sont pas forcément à jour ou qui veulent pas se mettre à jour. Et comme tu dis, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui vendent des lives et des approches en 21 jours et autres qui font plus de dégâts qu'autre chose. Et comment t'expliques en fait qu'aujourd'hui, malgré toutes ces sources d'informations, en fait, les gens ils soient perdus parce que des fois ils vont nous appeler. Enfin, je le vois moi au quotidien avec les gens qui viennent me voir. Des fois, ils ont fait appel à un, 2, 3, 4 éducateurs. Euh, Ça ne va pas, toujours pas. Ils sont perdus parce qu'un jour on leur dit ça, un jour on leur dit l'inverse. Euh, Comment on peut faire pour changer ça? Parce que sinon, ça fait une parole de plus, on va dire. Donc, évidemment, tu vois, tu vas argumenter, comme tu dis, alors soit c'est en termes scientifiques, soit en termes d'expérience ou en démonstration. Qu'est-ce qui peut faire que les gens peuvent changer de regard? Qu'est-ce qui les amène à avoir une autre vision? Comment tu arrives à faire ça? Est-ce que des fois tu rencontres des blocages de la part des personnes? Est-ce que tout le monde adhère facilement? Alors, je fais pas, alors à mes bilans, je ne rentre pas 100% de clients derrière, hein. Déjà, je vais pas épiloguer sur le jeu, mais là, c'est là que j'en perds pas mal. Mais je suis devenu extrémiste par rapport à ça. À tort ou à raison, j'assume complètement mes propos par rapport à ça, parce que je vois trop les dangers du jeu. Les dangers, alors quand tu parles de jeu, ça va être plus tout ce qui va être l'excitation par rapport. Ouais, moi, je vais plutôt me baser sur l'excitation. Je pars que l'excitation, pour moi, c'est l'ennemi numéro un du chien. Alors, Hein, est-ce que tu peux l'excitation. détailler un peu? Parce que les gens ils vont dire ouais, super, mon chien il s'excite. Et en fait, il y a des degrés quand même qui peuvent peut-être aussi. Bah, moi, ça va être plutôt de l'excitation à outrance, en fait, parce qu'à savoir que l'excitation, il y a des substances chimiques qui vont venir agrémenter le cerveau du chien, qui s'appellent l'adrénaline, la dopamine, donc l'hormone du bonheur, et la cortisone, l'hormone de stress. Donc, à un moment donné, en fait, le chien va vivre toujours dans l'excitation et on va venir sur une addiction. Donc, le chien va proposer ce qu'il sait faire au mieux, toujours dans l'excitation. Qui dit dans l'excitation, c'est qu'à un moment donné, le chien ne peut pas se poser, il ne peut pas réfléchir. En fait, il va être victime de l'excitation, puisque ça lui procure un bien-être. Ce qui est intéressant, c'est de dire justement victime de l'excitation, et ça part beaucoup de ton approche aussi, c'est s'il est victime, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément acteur, ou en tout cas il maîtrise pas forcément ce qu'il fait. Pour toi, c'est important que le chien il puisse être autonome, qu'il puisse être, bah, encore une fois, acteur, qu'il puisse prendre des décisions. Moi, l'autonomie, c'est super important chez le chien, en fait, qu'on lui donne aussi le choix. Il faut qu'on soit vraiment à l'écoute du chien. Comment on peut donner le Pour choix moi, c'est respecter, en fait, le chien. et alors comment on le respecte au quotidien? Comment on lui laisse le choix en fait, tous les jours? Comment on peut faire? Donc, par exemple, sur une balade où il n'y a rien, si ma chienne a décidé d'aller à cet endroit-là, bah, je vais la suivre. Si ma chienne, par exemple, ou un autre chien client qui voit un chien qui décide d'aller dans les sous-bois, eh ben, je vais accepter et je vais pas mettre le chien, non, non, on reste là. Et si le chien a décidé de s'éloigner, il y a une raison. Alors, Le si but ça va c'est être du de systématique, par contre, ouais. parce qu'en fait, si c'est du systématique, le chien veut toujours travailler en zone verte de confort. Donc là, on va pas avancer. Donc c'est là qu'il va falloir aussi travailler ces fameuses zones. Mais si un chien, par exemple,
Ou sur un vélo, il ne le sent pas, il s'écarte, c'est qu'il n'est pas à l'aise, il a le droit de s'écarter. Ça veut dire qu'il a le droit, et ça c'est important en fait dans ton approche, de laisser le choix et en fait dire aussi oui le chien a le droit, le chien il a le droit d'exprimer des choses, le chien il a le droit, on entend souvent encore malheureusement aujourd'hui par exemple le chien il n'a pas le droit de grogner, il n'a pas le droit de réagir, il n'a pas le droit de communiquer, enfin il n'a pas le droit de... Enfin qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toutes ces injonctions qu'on a notamment sur le chien? Bah, c'est ce qu'on entend beaucoup. Mon chien aboie, ça me gêne. Oui, je sais que l'aboiement gêne socialement. Mais sachez que si c'est pas intempestif, l'aboiement, c'est de la communication. Donc, laissez-les s'exprimer, laissez-les communiquer. Est-ce que tu C'est penses là que pendant qu'aujourd'hui... tous mes cours, en fait, tout ce que je vois, moi, je dis tout en direct, en fait. Et je prends beaucoup de rapprochements aussi avec les humains. Par exemple, s'il y a une araignée au sol et que vous êtes phobique, monsieur ou madame, vous allez faire une courbe, vous allez détourner un petit peu parce que vous n'êtes pas à l'aise. Donc moi, je ne vais pas vous forcer à aller ou la toucher. On va Donc rester... pourquoi on va imposer ça? En fait, nous, on va pas nous l'imposer. On va pas l'imposer à nos enfants, mais on va l'imposer aux chiens. Et encore, des fois, on l'impose. Mais ouais, c'est notre façon. Mais c'est pour ça que c'est une façon de voir aussi et d'accepter, comme tu parlais de respect, c'est important de respecter aussi qui est le chien, quelles sont ses limites en fait, et aussi quelle est sa façon de communiquer, qui elle est. Et ça, c'est une part importante. Et tu disais dans tes cours, justement, donc il y a le bilan. Les cours suivants, tu vas vraiment insister sur ça en fait. Qui est le chien, comment il communique, comment il fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire en fait quand il fait ça. C'est quelque chose d'essentiel en fait dans ton approche. Oui, parce qu'en fait, ben, je vais leur apprendre à observer parce que nous, on a appris à observer. Et on sait très bien et on a été très vite repris parce qu'on allait toujours dans l'interprétation et donc on a fini par observer et on a laissé du temps pour interpréter. Donc maintenant on a la possibilité de pouvoir interpréter et c'est là et les gens en fait, je vais pouvoir déjà anticiper déjà ce que va faire le chien. Et Et est-ce que, tu aurais un conseil? Parce que je sais que je peux pas te garder trop longtemps aussi, dans l'interview malgré, le fait que j'ai envie, parce que tu dois, justement aussi y aller. Mais quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui n'ont pas du tout, par exemple, cette façon de voir les choses ou n'ont pas été accompagnées de cette manière? Comment tu peux leur permettre d'entrer un peu plus dans le monde du chien? Comment ils peuvent s'entraîner à observer? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour, comprendre un peu mieux leur chien? les laisser vivre, hein. Ouais. Alors attention, dans l'interview, je suis pas permissif sur tout non plus, hein. On est bien d'accord, hein. Pour moi, il y a des apprentissages qui sont super importants pour bien vivre ensemble, hein. Ouais. Déjà, on a parlé des apprentissages en extérieur. Moi, je respecte beaucoup les autres usagers de la forêt, que ce soit les chevaux. Voilà, j'irai sur le côté pour laisser passer une famille qui est en poussette. Ils ont le droit d'avoir peur. Donc, il y a des règles avant de faire du libre. En fait, voilà, je suis pas du tout permissif, hein. Après, il y a des apprentissages qui sont super importants, en fait, aussi à la maison. La gestion de la solitude, la, la frustration. Tout ça, en fait, aujourd'hui, la frustration, c'est encore un gros mot, quoi. On n'a pas le droit de frustrer un chien parce que c'est de la maltraitance. Il faut que le chien sache aussi que le non est possible dans sa vie, en fait, hein. Et ça, faut que tu saches et que tu puisses le gérer. Quand on le fait bien sûr dans la progressivité. On va pas, il faut vraiment ne pas le mettre, c'est un individu sensible. Donc, il y a des chiens où ça va aller plus vite et d'autres qu'il va falloir travailler la progressivité. C'est vraiment un individu, en fait. Ils sont tous différents. Mais par contre, non, je ne suis pas permissif. Et donc pour justement aussi, parce que c'est normal, on vit en société, on vit, nous-mêmes, on a des règles, on a un cadre, ce qui est normal parce que sinon c'est l'anarchie et on a besoin de ça aussi pour la sécurité, pour le bien-être de tous, pour le bien-être du chien, pour le bien-être de l'humain en face, pour le bien-être des autres chiens et cetera. Donc ça, c'est important et c'est pour ça que pour pouvoir aussi lâcher prise ou laisser vivre, il faut connaître un peu plus le chien et donc ce que je te demandais, c'est ça, c'est comment on peut arriver à mieux comprendre, mieux observer son chien? Qu'est-ce qu'au quotidien les gens peuvent faire pour essayer de mieux comprendre ou mieux observer, parce qu'en plus tu parlais d'interprétation, ce qu'il y a souvent, on a souvent tendance à faire. Qu'est-ce que les gens pourraient faire là pour mieux observer leur chien tous les jours? Alors déjà, moi, où j'axe déjà mon bilan, c'est qui est le chien? C'est quoi les besoins primaires, fondamentaux d'un chien? On les oublie en fait. Donc je pars déjà sur des basiques.
Celui-là, je l'ai tout le temps, manger, boire, dormir, je l'ai toujours. Un que j'ai de moins en moins, c'est flairer. Le chien vit dans un monde d'odeurs, donc c'est là qu'on va accentuer, en fait, la balade. Aujourd'hui, les chiens que j'ai, ils sont sortis 20 minutes par jour. Et derrière, on joue avec et on est excité. Et derrière, on veut quoi? Un chien calme, un chien posé, qui est capable de gérer ses émotions. Nous sommes super incohérents, en fait. On sait très bien qu'avec nos enfants, si on propose ça, ils sont incapables de gérer leurs émotions. Et au chien, par contre, lui, il faut qu'il arrive à les gérer. Mmh. Je leur explique que aboyer, c'est communiquer. Creuser, c'est un besoin également. Par contre, oui, s'il aboie, c'est intempestif toute la journée, mais peut-être se poser la question, revenir en amont, peut-être qu'il est jamais sorti. Un chien qui creuse et c'est Bagdad, bah, peut-être qu'il est jamais sorti, votre chien. Remettre des activités masticatoires, ce qui est super important. Déjà, parce qu'en fait, avec les croquettes, ils n'ont plus cette activité. D'autres, ça peut être de l'ennui également, et ça peut être des décharges émotionnelles, hein. Ils en ont besoin. Si c'est compliqué pour lui, en fait, bah, faut mieux décharger, en fait, sur une activité masticatoire ou de sauter sur ses humains ou autre. Mais tout ça, après, c'est des apprentissages. Et après, il y a aussi, c'est un animal sociable, donc il a besoin de passer du temps avec des congénères et non pas des croisements. Aujourd'hui, ma plus grosse problématique à résoudre, c'est les croisements chiens. On leur empêche de pouvoir communiquer, de prendre les odeurs, et c'est super frustrant pour les chiens. Et c'est là qu'on fait les chiens réactifs. Bah, ça fait pas mal de petits conseils pour des gens qui, par exemple, n'ont pas mis en place ces choses-là ou un petit peu. Hem, Comment ils peuvent te trouver, le plus facilement? Est-ce que c'est ton site internet? Est-ce que c'est par Facebook? Est-ce que tu comment tu communiques, si les gens veulent te découvrir un petit peu plus? Je sais que tu organises aussi des stages où tu fais venir notamment Nadine. Peut-être que toi-même tu organises des stages. Est-ce que voilà, si les gens veulent aller Non. plus loin avec toi, comment ils peuvent, te Alors contacter? moi, je fais pas. Alors moi, au niveau marketing, je ne fais aucune publicité. Donc là, ça va être vraiment moi du bouche à oreille. Donc maintenant, j'ai des vétérinaires, ostéopathes que je connais pas, mais qui m'envoient du monde par rapport à mes retours clients. Mon site internet peut m'amener quelques personnes. Facebook, comme tu peux voir, ma page, elle est pratiquement vide. Je ne communique strictement rien du tout. Après, je suis quelqu'un de très discret, en fait, et je reste dans mon cocon et je me mets pas en lumière, en fait. Parce que déjà, d'une, j'ai pas la prétention. Deux, et j'aime bien être effacé. Donc oui, il y a des stages où que je fais venir Nadine tous les ans. Et c'est grâce à Nadine, en fait, dans cette philosophie, parce que j'ai pas été formé de cette façon, de André Escafre à l'écoute du chien, que j'ai beaucoup suivi Nadine et que c'est quelque chose qui me parle et c'est qui est devenu une évidence, en fait. Donc, bah, on peut inviter les gens s'ils veulent aller plus loin. Alors, il y avait déjà eu un épisode aussi avec Nadine sur le podcast. Ils peuvent la découvrir aussi avec les stages, avec avec son site internet, etc. Et notamment sur des stages que toi t'organises ou tu la fais venir en Bretagne. Voilà, toi tu l'as fait venir, moi je l'ai fait venir tout au mois d'octobre, en fait, tous les ans. Ok, bah super. Bah, en tout cas, merci pour cette petite interview qui a permis d'aborder en fait bah, notamment le bilan et tout ce qui peut être mis en place derrière en tant qu'éducateur dans cette approche-là. Donc c'était assez riche et puis évidemment on a envie d'aller plus loin mais on est juste limité par le temps aussi. Mais j'espère qu'il y aura peut-être d'autres épisodes où on pourra approfondir certains sujets. Bah, avec plaisir. Merci à toi et puis à bientôt. Merci, à bientôt.